Le régime de Poutine s'affaiblit de jour en jour et les raisons sont évidentes. Des divisions internes, des efforts de guerre en déclin et des attaques incessantes de l'Ukraine. Et ces attaques jouent un rôle majeur dans la chute de Poutine. En ce moment, l'économie russe dépend fortement de l'industrie de la défense. Et maintenant, avec ces attaques, l'industrie de la défense s'effondre, entraînant l'économie russe avec elle. Que fera Poutine pour rester au pouvoir ? La Russie s'effondre. Les tensions religieuses augmentent à un rythme rapide, tandis que l'Ukraine mène des frappes contre les usines russes qui constituent l'épine dorsale de l'armée russe. Hier encore, les forces de défense ukrainiennes ont confirmé une attaque contre l'usine Progress à Tcheboksary, où sont fabriqués des éléments d'équipement militaire utilisés par la Russie. L'usine a cessé toutes ses opérations, et vous comprendrez pourquoi en voyant cet extrait. Cette attaque a provoqué une énorme explosion. Voici l'extrait. Selon l'Ukraine, cette usine produit des composants clés pour les équipements de combat lourds, des entraînements électromécaniques et des unités de commande de systèmes hydrauliques. Ils sont d'une importance cruciale pour le fonctionnement de plateformes telles que les canons automoteurs et les systèmes de missiles Iskander. Sans ces systèmes, les missiles sont incapables d'atteindre leur cible. L'usine Progress fournit des systèmes de guidage, de stabilisation et de contrôle de vol qui sont intégrés dans un système de vol lors de l'étape d'assemblage. Une ligne de production est dédiée aux modules de type Comet. Ce sont des dispositifs de navigation capables de fonctionner avec les systèmes Globalnaya, Navigationaya, Sputnikovaya, Systema et Global Positioning System, équipés d'une protection contre le brouillage des signaux. De tels modules sont utilisés dans un certain nombre d'armes de haute technologie. Iskander-M, Calibre, KH-101, KH-69 bombes, planantes aériennes, dans Orlandi Drone Lancet, et une nouvelle variante de drone kamikaze de type Shahed. Maintenant, un autre aspect important des frappes contre les usines russes est que bien sûr, elles aident l'Ukraine sur les lignes de front, mais elles nuisent aussi à l'économie russe, une économie qui dépend désormais vraiment de son industrie de défense. Vous voyez, chaque fois que nous parlons de l'économie russe, les bots russes sont très rapides à souligner que l'économie russe continue de croître, même après être devenu le pays le plus sanctionné au monde et dans l'histoire de l'humanité. Mais c'est uniquement parce que Poutine imprime de l'argent pour financer son industrie de défense. Cette croissance du produit intérieur brut alimenté par la défense n'est pas durable à long terme. Imaginez que vous produisez simplement un char d'assaut. Ce char d'assaut part en Ukraine et se fait détruire. Bien sûr, vous pouvez ajouter ces 10 millions de dollars à votre produit intérieur brut, mais au final, vous n'avez rien de durable à en tirer. Ce type de croissance du produit intérieur brut, surtout si elle se poursuit longtemps, est en réalité une très mauvaise nouvelle pour la Russie et la population russe du futur. Encore une fois, Poutine a 78 ans, si je ne me trompe pas, donc il ne se soucie pas vraiment de l'avenir de la Russie. Mais du point de vue de l'Ukraine, ce sont des cibles parfaites, parce qu'elles sont tellement importantes pour l'économie russe et l'armée russe. Et tout ce que cela coûte à l'Ukraine, c'est quelques milliers de dollars en drones pour détruire des centaines de millions de dollars d'usines russes et l'économie russe. Rappelez-vous, chaque guerre est une guerre d'économie. Ici, nous avons en fait un économiste qui explique cela dans notre propre podcast. Parce que je voyais sans cesse ces rapports disant que la Russie continue de cibler les infrastructures civiles, ce qui, pour moi personnellement, n'avait pas de sens. Pourquoi n'utilisent-ils pas simplement leurs munitions limitées sur des cibles militaires ? Est-ce que c'est une stratégie pour tuer l'économie ? Est-ce que c'est ça ? Oui, donc en gros, n'importe quelle guerre, c'est une guerre de l'économie, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est un retour sur investissement. Par exemple, si le sable ukrainien, récemment, vous avez probablement entendu parler de ces énormes dépôts de munitions qui ont explosé en Russie. Donc la Russie a perdu des milliards et des milliards de dollars. Vous voyez? En gros, au cours de la semaine passée, vous savez, et la raison pour laquelle cela s'est produit, c'est parce que, en gros, l'Ukraine a envoyé des drones qui valaient 10 000 dollars ou 20 000 ou encore 100 000 dollars et ils ont détruit des munitions qui valaient des milliards de dollars. C'est donc ce type de retour sur investissement dont nous parlons.
Quand la Russie vise l'Ukraine, elle cible par exemple l'un des principaux producteurs d'électricité, une centrale qui vaudrait environ $1 milliard. Alors, ils ont envoyé des missiles lourds qui coûtent des dizaines de millions de dollars, mais vous savez, vous dépensez des dizaines de millions de dollars et en retour, vous avez pu détruire $1 milliard. Et l'Ukraine doit renouveler cette énergie. Donc les ressources iront dans ce domaine au lieu d'être utilisées à des fins militaires. Donc c'est une chose, c'est une économie, n'est-ce pas? Comme vous l'avez justement souligné, c'est une question économique. Où se trouve donc le meilleur retour sur investissement? Maintenant, les investissements stupides et ce que la Russie a fait, c'est frapper littéralement des cibles civiles au hasard qui n'ont pas de valeur stratégique ou économique significative. Par exemple, si vous envoyez une requête militaire sur un hôpital ou près d'un hôpital, ce qui, vous savez, ne fait que détruire des vies, mais vous ne gagnez rien sur le plan économique. Et cela est fait pour intimider la population. C'est une tactique très simple qui est, vous savez, utilisée. C'est un crime de guerre. C'est une chose horrible à faire. Et la Russie pratique généralement la technique du double impact. Ils envoient une roquette, puis la police, les pompiers et les secouristes arrivent sur place et ensuite ils envoient une autre roquette. Donc vous tuez des civils et il y a encore plus de victimes et les civils, le peuple ukrainien, deviennent plus fatigués et ils se disent qu'il faut forcer le gouvernement à arrêter cette guerre à tout prix. Eh bien, ça ne marche pas, ça n'a vraiment pas marché jusqu'à présent. La population ukrainienne et le moral sont très élevés, ils ne sont pas prêts à céder. Et en fait, en ce moment, Zelensky, le président de l'Ukraine, est en quelque sorte prisonnier de son propre peuple. Vous savez, il ne peut pas, même si les négociations, si quelqu'un le poussait à négocier, il ne le pourrait pas parce que les gens ne veulent pas, vous savez, le peuple ukrainien est la force motrice même du comportement du président ukrainien et parce qu'ils ont tant perdu, parce que la Russie les a bombardés et qu'ils s'y sont habitués, vous savez, ils se sont habitués à vivre au milieu de la guerre, au milieu de ces crimes horribles et ils disent non, pas de paix tant que vous ne partez pas d'ici et que vous ne payez pas pour tout ce que vous avez fait. Donc, cela sert à plusieurs fins et certaines de ces raisons ont du sens, comme je l'ai dit, et d'autres n'en ont tout simplement pas. C'est la guerre de l'économie. Et l'Ukraine a vraiment élevé son niveau de jeu, rien que ces dernières semaines. Nous avons couvert d'innombrables usines que l'Ukraine a détruites ou endommagées. En fait, la situation devient tellement grave que les responsables russes ont décidé de simplement mentir à leur population. Un important incendie s'est déclaré dans une usine à Kazan, en Russie, comme vous pouvez le voir à l'écran. Les rapports indiquent que l'incendie s'est produit dans une installation industrielle, mais les sources russes n'ont pas précisé laquelle. Pendant ce temps, les chaînes Telegram ukrainiennes suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une usine de poudre à canon. Les responsables russes de l'eau affirment cependant que l'incendie provient d'un atelier de peinture et de vernis dans l'une des usines, apparemment à cause d'un problème avec un réservoir de solvant. Cela me rappelle une histoire drôle du Moyen-Orient. Il y a seulement quelques semaines, lorsque les États-Unis menèrent l'opération Rough Riders contre les Houthis au Yémen, chaque fois que nous menions une frappe et que nous annoncions que nous avions éliminé un chef d'une organisation ou une partie des Houthis, les Houthis sortaient et publiaient un communiqué disant « Oui, ce gars-là est bien mort. Il se trouvait dans le bâtiment où la frappe américaine a eu lieu, mais il est mort d'une crise cardiaque. Il n'est pas mort à cause de la frappe américaine. » C'est exactement ce que fait la Russie ici, où ils disent « Oui, le feu que vous voyez, c'est bien un feu, mais il vient juste d'un problème avec un réservoir. » Ce ne sont pas les Ukrainiens qui attaquent dans la Russie, et la raison derrière ce mensonge est simple et unique. Pendant tout ce temps, les médias russes disaient aux citoyens russes que les dirigeants ukrainiens étaient incompétents, corrompus, et qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ce sont des dirigeants ivres qui dirigent un pays illégitime. Mais maintenant, ils frappent à l'intérieur de la Russie, portant des coups inédits depuis la Seconde Guerre mondiale. Et les citoyens russes commencent à remettre en question le récit qu'on leur sert. Ils se demandent si les dirigeants ukrainiens sont vraiment incompétents, ou si les médias russes leur mentent simplement. Et c'est précisément pour cette raison que Poutine a durci son discours. Plutôt que d'affirmer que l'Ukraine attaque la Russie, il dit désormais simplement que c'est une pure erreur. L'usine en feu est due à quelqu'un qui a allumé une allumette, et rappelle-toi des bombardiers qui viennent d'être détruits. Eh bien, ce n'était pas l'Ukraine, c'était le Royaume-Uni.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avertit sérieusement les citoyens russes. Écoutez-le vous-même. Ce n'est pas un extrait généré par une intelligence artificielle, c'est un extrait réel. Voilà ce qu'il a dit. Bien que, qui sait, il y a peut-être certains services spéciaux américains impliqués par inertie, mais les Britanniques, ça c'est sûr à 100%. Et il ne blâme pas seulement la Grande-Bretagne. Il dit aussi que certaines agences américaines sont également impliquées par inertie. En gros, ils ont été impliqués tout ce temps. Donc il continue cette implication. Et vous allez être choqués d'apprendre où il a dit cela. Il y a une conférence en cours en Russie, et il partage la scène avec le père d'Elon Musk, Jeffrey Sachs et Jackson Hinkle. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce son nom. 2 patriotes américains qui vont en Russie et parlent de la méchanceté de l'Occident. La Russie organise cette conférence dans un seul but. Blâmer l'Occident, blâmer l'Ukraine. C'est une vieille astuce de dictateur. Si vous avez des problèmes internes, si des gens manifestent, devinez quoi ? Créez un problème à l'extérieur. Commencez une guerre, accusez quelqu'un d'autre, puis détournez-les de vos échecs. L'économie de la Russie est en difficulté. Alors Poutine essaie tout et n'importe quoi pour détourner l'attention des citoyens russes des problèmes du pays. News Agency souligne les difficultés économiques de la Russie malgré les efforts du gouvernement pour stabiliser l'économie. Les experts et les entrepreneurs craignent qu'au lieu d'un refroidissement contrôlé de l'économie, nous assistions désormais à des signes de sur-refroidissement. Les experts du Centre d'analyse macroéconomique et de prévision à court terme notent une stagnation dans l'industrie non militaire, une baisse de la production de denrées alimentaires, l'extraction de charbon continue de diminuer, la chute de la production de matériaux de construction s'accélère, la production de métaux est en baisse et, dans l'ingénierie mécanique, on observe une chute spectaculaire des ventes et de la production de voitures en Russie, ainsi qu'une baisse de la production de machines agricoles. Le moral dans le milieu des affaires se détériore. Une chose a augmenté, et c'est l'Union des républiques socialistes soviétiques, selon cet homme, Anton Kobiakov, qui est conseiller du président Poutine. Lors du Forum juridique international de Saint-Pétersbourg récemment, il a déclaré que, d'un point de vue juridique, l'Union des républiques socialistes soviétiques existe toujours quelque part, affirmant que des lois ont été violées lors de la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1991. Il a dit cela pour essayer de faire croire que la guerre de la Russie en Ukraine est une affaire interne à Moscou. Si l'Union des républiques socialistes soviétiques n'a pas été correctement dissoute, il est alors logique de conclure que, légalement, la crise ukrainienne est un processus interne. Apparemment, pour le soutenir, le président de l'Association des juristes russes, Sergueï Stepachine, un ancien Premier ministre. Il a confirmé que, juridiquement, l'Union soviétique s'est dissoute illégalement en 1991. Mais quelles sont les implications de cela ? Si l'Union des républiques socialistes soviétiques existe toujours d'un point de vue juridique, qu'est-ce que cela signifie, par exemple, pour le statut de la Fédération de Russie aujourd'hui ? Cela fait des années que nous essayons de vous dire que c'est l'objectif de Poutine. Il veut reconstruire l'Union soviétique. En fait, il a lui-même déclaré que l'effondrement de l'Union soviétique était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Et maintenant, dans le cadre de son héritage, il veut la reconstruire. Mais malheureusement, il a gravement sous-estimé la force de l'armée ukrainienne et la détermination du peuple ukrainien. Il voulait prendre le contrôle de Kiev en 3 jours, en 72 heures. Mais cela fait plus de 3 ans. La Russie a subi plus d'1 million de pertes. Et maintenant, Poutine essaie de trouver n'importe quel moyen de réaliser son rêve. Maintenant, c'est là qu'il est important d'en parler. Vous voyez, les dictatures comme la Russie ne sont pas les mêmes que les démocraties en Occident. Ils ne se soucient pas vraiment du coût humain de cette guerre. La Russie a perdu 1 million de personnes, et Poutine est prêt à en perdre 1 million de plus. C'est exactement pourquoi la Russie se prépare à de nouvelles offensives, et la Russie mobilise plus de troupes, parce que Poutine veut s'emparer de l'Ukraine, et personne ne le sait mieux que le peuple ukrainien. Ils vivent à côté de la Russie, dans la peur depuis des siècles, et ils savent que la seule façon d'arrêter la Russie, c'est la force, rien d'autre. Dans son esprit, il est impossible de mettre fin à la guerre sans vaincre l'Ukraine. C'est une défaite pour lui. Croyez-moi, nous comprenons la mentalité des Russes bien mieux que les États-Unis ne comprennent leur mentalité. Nous sommes leurs voisins, c'est un voisinage de longue date. Différents voisinages, incluant des guerres.
Nous les comprenons, vous savez. Poutine veut retrouver la puissance de l'Union soviétique. C'est impossible, mais je doute que quelqu'un puisse le lui expliquer. Et il le fera. Et je suis sûr que, pour y parvenir, pour atteindre son objectif, il doit d'abord le faire avec l'Ukraine, à travers l'Ukraine, parce que l'Ukraine est le plus grand pays de l'Union soviétique après la Russie. C'est un objectif stratégique pour lui. Voici plus de détails sur les nouvelles troupes que Poutine mobilise, même après 1 million de pertes russes, et plus d'1 million de personnes qui ont fui la Russie parce qu'elles ne veulent pas faire partie de la conception de Poutine. Ils refusent de participer à la conscription de Poutine et à cette invasion absurde. Tout cela n'arrêtera pas Poutine. Il ne se soucie pas de l'économie russe. Il ne se soucie pas du niveau de vie des Russes moyens. Près de 4000 écoles n'ont pas de système d'égouts en Russie. Selon le ministère de l'Éducation de Russie, 3400 écoles n'ont pas d'eau courante et 3500 n'ont pas de chauffage central. Plus de 50% des écoles de la région de Touva n'ont pas de système d'égout. Mais que fait Poutine ? Il investit dans l'industrie de la défense dans le but de s'emparer de l'Ukraine. Il veut étendre la Fédération de Russie au lieu d'investir dans son propre pays. Poutine planifie une vaste offensive pour l'été. La Russie amassé 50 000 soldats près de Soumy et largue jusqu'à 25 bombes guidées par jour sur Kostiantynivka. L'objectif, une dernière offensive pour briser la résistance de l'Ukraine et obtenir une victoire de propagande. Aujourd'hui, la ville, presque encerclée à l'est, au sud et à l'ouest, est la cible principale de la Russie. La ville est essentielle pour la logistique de l'Ukraine dans le Donbass. La plupart des 8500 civils restants sont évacués chaque jour avant un couvre-feu à 15 heures. Les services de renseignement ukrainiens estiment que l'offensive se concentrera sur cette ville et sur Pokrovsk. La région de Soumy est également sous pression. La Russie avance lentement, en copiant le rythme des incursions transfrontalières de l'Ukraine en 2024. Les progrès russes sont plus rapides dans le nord en raison de défenses ukrainiennes obsolètes et de frappes massives de drones. Des villages entiers évacuent. Les drones bon marché explosent fréquemment en vol, submergeant les positions ukrainiennes. La nouvelle unité de drones russes, Rubicon, cible les lignes d'approvisionnement ukrainiennes jusqu'à 40 km, soit environ 26 miles derrière les lignes de front. C'est efficace parce qu'ils utilisent des drones contrôlés par fibre optique et des fréquences difficiles à brouiller, contournant ainsi les systèmes de guerre électroniques ukrainiens. La Russie recrute de 10 000 à 15 000 soldats, chaque mois, en utilisant d'importantes primes en espèces. L'Ukraine ne peut pas suivre un commandant d'unité de drones ukrainiens. Ils envoient vague après vague. Leurs officiers ne se soucient pas du nombre de morts. 8 sur 10 sont tués, mais ils en envoient encore plus. L'avantage des drones russes s'accroît. Zelensky affirme que la Chine aide Moscou à produire des drones tout en refusant d'en vendre à l'Ukraine. Cela fait pencher la reconnaissance sur le front en faveur de la Russie. Des drones russes sont maintenant trop difficiles à intercepter. L'Ukraine manque de suffisamment de défense aérienne à courte portée comme les Hawks et les Bucks. L'offensive de Poutine ne brisera probablement pas le front, mais elle pourrait modifier la carte juste assez pour prolonger la guerre, même si l'Ukraine tient bon. Le coût est énorme. Sans percer cet été, la diplomatie pourrait ne pas reprendre.